Donc je disais bonsoir à tous et puis je commençais par vous demander votre indulgence parce que mon métier n'est pas d'être conférencière mais bien directrice de station. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on m'a demandé de parler de diversification. Je me suis demandé déjà dans un premier temps quelle légitimité j'avais à parler de la diversification sur les stations. Après coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être la diversité de mes expériences ou de mes métiers qui font qu'Anne-Sophie m'a demandé ceci. Pour me présenter rapidement, donc j'ai fait de formation, j'ai fait 2 écoles d'ingénieurs, dont la dernière les Ponts et Chaussées en France, en aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine. Et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant pour les Jeux Olympiques d'Albertville, où j'ai exercé pendant 4 ans, à la fois comme chef de projet pour l'aménagement de sites olympiques et comme directeur de site pour une épreuve. Et ensuite, par la suite, je me suis un petit peu... j'ai à la fois eu l'occasion de travailler dans des institutions, puisque je suis passée après à la région Rhône-Alpes, où j'ai été chargée de mission en développement touristique, dont la mission était d'accompagner des territoires de montagne dans leur développement touristique. J'ai eu une première expérience par la suite de directeur de station au sein de la communauté de communes de la station des Rousses, déjà. La SEM n'existait pas à l'époque, il y avait donc une communauté de communes, mais j'aurai l'occasion de revenir sur l'histoire de cette station. Je suis partie ensuite à Strasbourg, dont je suis originaire, pour exercer les fonctions de directeur de l'agence de développement touristique du Bas-Rhin. Une expérience qui ne m'a pas vraiment plu. Je suis restée assez peu de temps, 2 ans, pour finalement me mettre à mon compte pendant 10 ans et faire de l'accompagnement des collectivités territoriales, donc en gestion, aménagement et développement touristique. En parallèle, j'enseignais aussi à la faculté en gestion de projet. Et voilà, il y a 2 ans, en fait, les élus des Rousses m'ont demandé si je voulais pas revenir dans un nouveau contexte. Et puis, comme j'avais eu plaisir à travailler avec eux, je suis donc revenue pas loin d'ici, dans le Jura. Voilà. Alors, pourquoi la diversification? En fait, la première question que je me suis posée, c'est ça veut dire quoi la diversification? Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses qu'on entend derrière ce terme-là. On parle de diversification quand on dit qu'on veut sortir du tout ski. Il faut développer des activités. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'on parle de diversifier l'offre? Est-ce que c'est ça pour attirer de nouvelles clientèles? Est-ce que c'est ça la solution pour l'avenir? D'autres parlent de diversification aussi lorsqu'il s'agit d'étaler l'activité économique sur toute l'année. En fait, je me suis dit que derrière tous ces mots, en fait, il y a essentiellement 2 objectifs qu'on retrouvait principalement. Dans un premier temps, c'est développer la richesse économique d'un territoire, avec l'étalement de la fréquentation sur les 4 saisons. Et puis aussi, c'est une notion quand même qui est apparue lorsqu'on a commencé à s'inquiéter de la qualité, de la pérennité du manteau neigeux, dû au réchauffement climatique. Donc c'était aussi, la diversification, c'est d'être aussi apporter une réponse au manque de neige dû au réchauffement climatique et donc quelque part sécuriser l'avenir de nos stations. Mais je vais y revenir. Donc la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Et puis la deuxième, ce qui m'est venu spontanément à l'esprit, c'est déjà tous les freins auxquels on pense spontanément quand on évoque la diversification. On en connaît tous. Pourquoi est-ce pour une station c'est difficile de se diversifier? Le premier frein, c'est la météo. De la même manière que quand on travaille sur le littoral, les plages du littoral ont un climat favorable à l'occupation touristique pendant 7 mois, d'avril à novembre au mieux. Et de la même manière, nous, dans nos stations de montagne, le premier réflexe, c'est de dire, en hiver, on a une météo favorable parce qu'on a un temps sec et froid, et puis en été, on a une météo favorable, ce qui fait qu'en fait, c'est 4 mois en hiver et 2 mois en été. Aujourd'hui, spontanément, ça va être le réflexe. Donc la question, c'est printemps et automne étant de météo très variable, il y a une prise de risque à prendre pour couvrir ces périodes-là. Donc la prise de risque est forcément plus grande qu'en été, normalement, est plus grande en été, au printemps et en automne qu'en été. Donc évidemment, c'est un premier frein parce qu'on va faire venir des clients chez nous en n'étant pas sûr d'avoir une météo favorable. Le deuxième frein auquel on pense spontanément, bien sûr, c'est les dates des vacances.
vous pouvez toujours essayer d'ouvrir vos hébergements, mais au mois d'avril, au mois de mai-juin, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du monde parce que les gens ne sont pas en vacances. Simplement, en tout cas, je ne sais pas en Suisse comment ça se présente, mais chez nous, les vacances sont programmées, paramétrées. C'est du 7 juillet au 3 septembre. Et en dehors de ça, si vous n'avez pas d'enfants, enfin, oui, voilà, la seule clientèle disponible apparemment est celle qui n'aura pas d'enfants ou pas de famille. Donc c'est quand même, en termes de fréquentation, ça fait moins de monde qui est intéressé par ces périodes. Juste à titre d'exemple, sur la station des Rousses, donc on est ouvert en général de mi-décembre à début avril. Notre chiffre d'affaires, donc sur les remontées mécaniques, c'est 50% du chiffre d'affaires. Donc 50% du chiffre d'affaires se fait sur les 4 semaines de février. 20% se fait sur les 2 semaines des vacances de Noël. Donc ça veut dire que les 30% qui restent, c'est sur les 2 mois et demi qui restent de fréquentation. Donc c'est bien sur la période des vacances scolaires qu'on fait le chiffre d'affaires des remontées. Enfin, qu'on fonctionne. La volonté des socioprofessionnels, c'est un autre frein qui me semblait évident, c'est que c'est pas parce que vous gérez une société de remontée mécanique et que vous vous dites bon allez je vais prendre le risque d'ouvrir plus tôt ou d'ouvrir plus longtemps que tout le monde va jouer le jeu. Et si je me souviens avoir vécu une expérience quand je faisais du conseil sur la station des Ors. Je suis arrivée le 14 juillet aux Ors, donc c'est quand même normalement une période qu'on juge touristique. La station avait organisé un événement de VTT, donc il y avait plein de VTTistes sur la station. Les remontées mécaniques étaient ouvertes, l'office de tourisme était ouvert, mais le boulanger du coin n'était pas ouvert parce que pour lui c'était pas rentable d'ouvrir avant le 15 juillet. Donc les VTTistes sont arrivés, mais les sociopros n'étaient pas ouverts. Donc la diversification, il faut qu'elle se passe il faut qu'elle soit portée par tout le monde. Moi, ça m'arrive très régulièrement sur ma station d'avoir des restaurateurs qui ferment au mois de mars, au courant mars, sous prétexte qu'ils ont fait leurs chiffres et que donc ils n'ont plus besoin de travailler. Donc ça, c'est pour ça que la volonté des sociopros, pour moi, des socioprofessionnels, est un des éléments qui peut être un frein. Parfois c'est l'inverse, hein. Parfois ce sont les socioprofessionnels qui veulent bouger et les remontées mécaniques qui ne veulent pas bouger. Je vous parle bien sûr des phasages entre les deux. Ensuite, deux autres freins qui ne me semblent pas négligeables non plus, c'est la symbolique liée à la neige. Quoi qu'on en dise, en fait, l'aspect, la neige, c'est quand même, c'est notre facteur principal d'attraction. C'est-à-dire qu'il y a le côté exotique. On va à la montagne, on va voir la neige qu'on n'a pas forcément chez soi en ville. Donc, de la même manière que quand on va au bord de la mer, c'est pour voir la mer. Donc, l'aspect attractif, le dépaysement garanti. Le côté pureté de la neige, c'est un facteur, un élément d'attraction. Donc, c'est quand même... bon, c'est de la palissade de dire qu'il n'y a pas de neige de mai à novembre, mais donc voilà, c'est notre facteur principal d'attraction. Donc, il faut pouvoir rivaliser avec ce facteur-là. Ensuite, c'est la palissade aussi, mais je vais la dire quand même, c'est que, pour vous donner l'exemple de la France, on a 400 stations de ski en France. Donc ça veut dire qu'en hiver, je me retrouve avec 400 concurrents potentiels, en tout cas d'une clientèle qui recherche une station de ski en France. En été ou au printemps ou en automne, c'est plus 400 concurrents. Alors en France, on est 400 stations. Dans le monde, il y a 1700 stations de ski. Donc au pire, je me retrouve avec 1700 concurrents en hiver. En été, si je propose un lac ou si je propose... une activité de tir à l'arc, c'est pas avec 1700 concurrents que je me retrouve, je me retrouve concurrent avec le moindre plan d'eau du fin fond de la Creuse devient un concurrent potentiel. Donc vous imaginez le nombre de concurrents que ça représente. Donc voilà, ça c'était en première lecture les freins qui me semblent être des paramètres dont il faut tenir compte. Après ces freins-là, bon, soit on en reste là et on n'essaye pas d'aller plus loin, soit on se dit il y a peut-être quand même un intérêt à se diversifier. Et je vais m'appuyer un petit peu sur mes différentes expériences professionnelles pour vous faire part
finalement de vous faire partager en tout cas une analyse sur ce thème-là. Je voudrais un petit peu revenir sur l'histoire de la station des Rousses et comment elle s'est structurée, parce que comme le disait Anne-Sophie, on a un schéma un petit peu particulier, même en France. Je vais vous présenter quand même rapidement la station, donc très rapidement. Donc comme le disait Anne-Sophie, on est à la limite de la frontière suisse, dans le parc naturel du Haut-Jura. Donc c'est à côté de Saint-Cergue, hein. On passe la frontière, c'est de l'autre côté. Donc c'est un espace franco-suisse. Ça concerne 4 communes qui se sont regroupées sous le nom de la station des Rousses. Donc c'est les communes des Rousses, Prémanon, Lamoura et Bois d'Amont. Et donc je vais passer dessus rapidement. On propose en termes d'activité, on propose bien sûr du ski alpin. Au total, avec le domaine de Télédôle, puisque les 2 domaines skiables sont contigus, c'est 37 remontées mécaniques, 59 km de pistes de ski. Alors, on n'a pas la prétention d'être une grosse station en termes de domaine skiable, hein. C'est pas du tout l'esprit de la présentation de ce soir. Je pense que dans le Valais, il y a des stations qui sont plus conséquentes, plus volumineuses. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont on travaille au sein de la station. Donc, en termes de ski alpin, 37 remontées mécaniques. En termes de domaine skiable nordique, 145 km de piste de ski nordique. Donc là, c'est une des plus grosses stations de ski nordique en France. Donc, on propose également 70 km de pistes d'itinéraire de raquettes, des activités de ski juring, de char à voile, de kitesurf, de patinage. En été, on a un espace familial multi-activités avec ce qu'on appelle le jardin Drouxy, où on accueille les enfants pour beaucoup d'activités diverses et variées. On a 2 lacs des Rousses, on a 2 lacs aux Rousses et à Lamoura, où on propose de la baignade surveillée, des activités de canoë, kayak, planche à voile, pédalo. Sur la station, on a également 2 golfs 18 trous. Donc 2 golfs 18 trous, au passage, c'est quand même une particularité française dans les autres territoires, les autres nations, je ne sais pas, mais on est la seule station en France à avoir 2 golfs 18 trous, 2 lacs donc. Et puis, autre particularité, on a le fort des Rousses aujourd'hui qui est complètement démilitarisé depuis 1996 et qui est en fait une des plus grandes forteresses anciennes forteresses militaires de France. Et donc, en 1996, les élus se sont posé la question de savoir que faire de ce fort des Rousses. Alors, on a occupé une partie sur le plan touristique en créant à l'époque un des premiers parcs aventures qui s'appelait le Fort Aventure des Rousses. On propose aussi tout autour de ce fort des parcours permanents d'orientation de différentes natures, selon qu'on ait le temps ou selon qu'on soit pressé, des tyroliennes géantes et puis une activité aussi un petit peu originale, c'est ce qu'on appelle des souterrains aventures dans des itinéraires de découverte où il faut passer dans des galeries, merci. Bon, c'est une des rares activités que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais parce que c'est un peu trop claustrophobe. Bref, les fromages. Donc le fort a été repris par un fromager. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une des plus grandes caves d'affinage d'Europe dans ce fort. On a 95 000 tonnes de comté qui sont stockés là annuellement. Et puis le fromager a encore des ambitions de s'agrandir. Donc c'est indéniablement des atouts pour la station. Donc voilà un petit peu ce que la station globalement propose. Et puis j'ai oublié d'évoquer un centre équestre aussi qu'on a là. Donc vous voyez, c'est une offre assez diversifiée. Globalement, j'ai envie de dire 80% de ce que je vous ai présenté là, en fait, est géré par la station et 20% est géré par des privés. Je vais y revenir.
Ça, c'est la face émergée, c'est ce qu'on voit. Je vais passer maintenant un petit peu à la face cachée, comment tout ça est organisé. En France, je pense que c'est à peu près pareil chez vous, on a des activités, des fonctions à assumer dans une station de ski qui sont principalement des fonctions portées par la collectivité. Alors les fonctions d'un office de tourisme d'abord, l'accueil, l'information, la promotion, l'animation sont des fonctions qui sont portées en général par des offices du tourisme. La gestion des pistes, la gestion des remontées mécaniques, la gestion des pistes de ski nordique, la mise en place d'itinéraires de raquettes, la gestion des activités estivales, sauf celles qui sont bien rentables. En général, là, il y a toujours un porteur privé, mais quand il s'agit de faire des activités estivales, globalement, c'est la collectivité qui les porte. Et puis, bien sûr, les investissements liés à ces activités, tout ça sont normalement des fonctions qui sont en France portées par le service public. Le principe, c'est que la collectivité publique porte et finance ces fonctions. Elle assure l'activité économique du territoire et bien sûr il faut qu'elle ait un retour financier par un autre biais pour pouvoir réinjecter continuellement sur ces créneaux-là. Comment est-ce qu'on était... Permettez-moi de faire un petit retour en arrière, 20 ans en arrière, comment la station était organisée à l'époque. Il y a 20 ans en arrière, on avait, comme dans beaucoup d'endroits en fait, on avait des petites remontées disséminées à droite à gauche qui étaient portées par des privés. À l'époque, il suffisait d'avoir une remontée de ski pour arriver à gagner sa vie. En fait, ça suffisait. Et puis, il y a plus d'une trentaine d'années, on a eu le département qui a investi sur la station et qui a dit « moi je vais créer une station de ski aux Rousses ». Donc le premier porteur finalement de l'activité ski alpin, chez nous ça a été le conseil général, donc représentant le département. C'est lui qui a créé ce qu'on appelait à l'époque la régie départementale de ski. Ça c'est pour le ski alpin. L'office de tourisme, en fait, c'était une association qui était portée par des socioprofessionnels, des hébergeurs et des restaurateurs locaux qui se sont regroupés, qui ont dit on va se regrouper en association, on va demander des subventions à la collectivité pour fonctionner, mais c'était une initiative complètement privée. Il y avait dans toutes ces communes qui sont créées, toutes ces communes de montagne, il y avait toujours des clubs de ski locaux. Il y avait aussi le club de foot local, enfin beaucoup de clubs comme ça sportifs. Et à la demande de la commune, il y a eu la création d'un club des sports associatif qui avait pour mission d'apporter son soutien aux clubs de sport locaux en fait. Mais on l'a appelé club de sport aussi. Son soutien sous forme de mise à disposition de matériel. Donc c'était lui qui regroupait, qui était un petit peu la cheville ouvrière de tous les clubs sportifs locaux. Et qui, à la demande de certains locaux, pouvait animer de temps en temps des activités. Et puis, concernant le ski nordique, après les Jeux de 68, en fait, c'est vu créer en France ce qu'on appelait des zones nordiques, c'est-à-dire que c'est des associations locales qui géraient le ski nordique. Donc, avant 93, on était dans cette configuration-là avec des initiatives moitié publiques, moitié associatives, souvent sous forme associative, sauf la seule structure qui était vraiment bien structurée, c'était la régie départementale qui portait le ski alpin. Ensuite, en 93, est apparue en France une loi qui a créé des communautés de communes. Donc, cette loi disait qu'une communauté de communes avait deux champs de compétences obligatoires. Elle prenait impérativement l'aménagement du territoire, le développement économique et elle pouvait s'adjuger d'autres compétences. Et donc les 4 communes de la station des Rousses se sont regroupées pour créer une des premières communautés communes en France et se sont adjugées aussi la compétence de développement touristique. Pourquoi en fait elles ont fait ça très honnêtement? Je pense que derrière il y avait une volonté aussi c'était un peu une manière aussi pour la communauté de communes de gagner des sous, parce qu'en fait, les partenaires, on a une politique d'aide aux collectivités en France qui est portée par le département, la région, l'État.
qui consiste à dire au territoire, regroupez-vous, si vous vous regroupez, si vous définissez ensemble un plan de développement, nous, département, région, État, on va vous aider. À l'époque, c'est ce qu'on appelait les contrastations. Donc je pense très honnêtement que la démarche à l'origine était peut-être politique, mais aussi mercantile, c'est-à-dire qu'en se regroupant et en s'inscrivant dans une démarche de procédure territoriale comme ça, la station des Rousses allait pouvoir avoir des moyens pour aménager une base de loisirs, développer un tremplin de ski, que sais-je encore. Enfin, voilà, toutes les premières actions, toutes les actions qui ont été financées dans ce qu'on appelait à l'époque le premier contrat de station. C'était donc un moyen d'avoir des aides supplémentaires. Donc, en 1994, on se retrouve dans une configuration un petit peu suivante à la création de la communauté de communes. La communauté de communes, puisque les communes n'avaient plus leurs compétences tourisme, mais elle avait été transférée à la communauté de communes, celle qui allait porter toutes les activités touristiques. Donc, à partir de 1994, c'est la communauté de communes qui a donné une subvention à l'office de tourisme pour fonctionner. C'est la communauté de communes qui a donné une subvention au club des sports pour fonctionner et qui, au passage, lui a dit, bah, écoutez, si déjà je vous donne une subvention, développez un peu les activités d'été, occupez-vous du lac, faites-moi l'entretien des berges, faites-moi d'autres activités, proposez des activités pour les enfants quand ils sont en vacances, etc. Et puis elle a pris en direct la gestion du ski nordique, donc avec l'embauche des salariés en direct. Et puis on avait toujours cette régie départementale qui fonctionnait à côté. Et toujours dans le cadre du contrat station, en fait, les partenaires qui étaient le département, la région et l'Europe ont dit à la communauté de communes, écoutez, maintenant, là, vu la fonction, la responsabilité que vous avez pris, vous positionnez un peu en responsable, en pilote de station, donc embaucher un directeur de station pour faire la coordination de l'ensemble de ces services. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier passage aux Rousses, je suis arrivée à ce moment-là. Et en fait, très rapidement, j'ai dit aux élus, écoutez, là ça marche parce que vous me demandez de coordonner des services qui sont tous indépendants, donc avec chaque fois des structures indépendantes, 4 conseils d'administration indépendants, 4 directeurs indépendants. Donc au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, ça marche parce que tout le monde joue le jeu, mais aux prochaines élections, au moindre revirement politique, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça, c'était le constat qu'on faisait en interne. À côté de ça, on avait donc cette régie départementale, en fait, qui avait des difficultés financières, qui se retrouvait dans une situation où elle n'arrivait plus, les recettes ne couvraient plus les investissements et le fonctionnement, et donc on était à une époque où on n'avait pas encore de neige de culture, donc la régie s'est retournée vers son organe de tutelle, le département, et puis vers la communauté de communes en disant, écoutez, pour vivre, il me faut impérativement de la neige de culture, c'est un projet de 12 millions, est-ce que j'ai besoin de votre aide ? Bon, et le département, ça l'a fait réagir ipso facto. Déjà, il voyait que la régie, son capital, ses fonds propres fondaient à vue d'œil parce qu'elle était obligée de prendre sur ses capitaux pour vivre. Donc le département commençait à prendre peur et a dit, halte là, moi, c'est pas mon métier de gérer le fonctionnement. Moi, je veux bien vous aider à participer aux investissements parce que c'est mon métier, c'est ma compétence de base. En France, c'est le principe. Mais assumer le fonctionnement, c'est pas ma responsabilité. Donc, il faut qu'on trouve un autre modèle de fonctionnement. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans une conjonction de circonstances et de situations. Donc déjà, je vous évoquais faiblesse du pilotage de la station, multiplication des structures et donc des conseils d'administration, des services administratifs. Donc chaque service avait ses propres ressources humaines, son service comptable, etc. Un fonctionnement fragile, hein, puisque je vous le disais, on était à la merci de tout changement politique. En plus, dans ces différentes administrations, au sein du conseil d'administration du club des sports, il n'y avait aucune représentativité politique. Donc c'était des élus qui étaient censés avoir le pouvoir, mais finalement, au sein de chaque instance, en fait, il pouvait y avoir des décisions complètement autres. Et puis en plus, la collectivité, je vous le disais, gérer le ski nordique, gérer du personnel en France sous statut public, c'est très très compliqué, surtout quand on a besoin de souplesse et de pouvoir dire aux gens d'un jour à l'autre, demain tu viens, demain tu ne viens pas et tu viens un autre jour. Donc cette souplesse-là, en fonctionnement public, c'est impossible.
Et puis par ailleurs, le ski alpin, je vous le disais, une régie en difficulté qui n'arrive pas à financer ses investissements toute seule, qui vend ses actifs, et donc un département qui veut sortir de cette histoire qui sentait un petit peu, qui sentait pas très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a imaginé un tout autre schéma en disant, écoutez, à la communauté de communes, vous gardez vos 3 missions, hein, office de tourisme, ski nordique, activités d'été. Le club des sports représentait les activités d'été. Mais par contre, on va créer une SEM de gestion et dans laquelle, en fait, à cette SEM, on va lui confier la gestion de ces 3 missions. Et puis, toujours à la communauté de communes, elle va se rapprocher du conseil général pour créer une autre structure d'investissement qui s'appelle le syndicat mixte. Et c'est ce syndicat mixte dans lequel le département, dans l'escarcelle duquel le département remet les remontées mécaniques. Donc tout l'actif des remontées mécaniques a été mis dans ce syndicat mixte. Et ce syndicat mixte, donc, c'est ce syndicat mixte aujourd'hui qui prend en charge les investissements et la gestion. Il l'a confié également à la même société de gestion. Donc on a créé une seule société. Tout le personnel des quatre institutions, des 4 associations, enfin structures dont je parlais auparavant, a été mis dans cette SEM de gestion. Et les structures publiques ont donc gardé cette compétence d'investir. L'investissement reste du ressort de la collectivité. Donc on a une structure de gestion finalement qui a 2 patrons, puisqu'en fait elle rend des comptes à la communauté de communes pour les 3 premières fonctions et elle rend des comptes au syndicat mixte pour le ski alpin. Donc, on a créé en 2002, suite à ce schéma, le syndicat mixte. Hein. Donc, dans le syndicat mixte, ça veut dire chaque fois qu'on fait un investissement pour la station, le financement se fait à part égale, à 50-50, entre le département et la communauté de communes. Et la communauté de communes, elle, continue d'investir sur les activités qui lui sont propres. La SEM peut aussi, d'ailleurs, cette société de gestion peut aussi recevoir peut aussi avoir un partenariat avec des privés. Et en l'occurrence, je vous ai parlé du Fort Aventure et de la fromagerie Arnaud. En l'occurrence, le parc Aventure est sur les remparts du fort, sur une propriété qui appartient au privé, au fromager. Et en fait, la SEM a un partenariat avec ce privé. Donc la SEM peut aussi contracter avec d'autres partenaires pour faire des activités. Donc on a créé en 2002 le syndicat mixte et on a créé cette société de gestion dont les compétences sont bien sûr la gestion des activités touristiques, développer l'industrie touristique, assurer les missions de l'office de tourisme, être force de proposition pour les collectivités et puis fédérer les acteurs touristiques autour de projets de développement. Dans l'organisation de la SEM, c'est la communauté de communes qui a été le principal actionnaire, puisqu'encore une fois, à l'époque, le département ne voulait pas s'engager sur le fonctionnement. Aujourd'hui, avec l'organisation qu'on a, si cette SEM devait avoir des difficultés un jour déposer le bilan, c'est l'actionnaire, bien sûr, qui en est responsable. Donc c'est pour ça que c'est la communauté de communes qui s'est engagée et qui a créé finalement son outil. Donc on a 85% grosso modo de l'actionnariat qui est porté par la communauté de communes et le reste ce sont des privés qui sont en fait les 2 écoles de ski et puis les banques locales. Le principe d'une SEM en France c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 50% de participation publique et au maximum 80%. Donc ça veut dire en fait c'est le moyen pour des élus d'avoir quand même une structure de fonctionnement de type privé. Parce que voilà, une structure publique chez nous relève du code des collectivités territoriales, c'est très compliqué, c'est très procédural. Et puis une société d'économie mixte relève du code du commerce, donc c'est le droit des entreprises qui s'applique. Donc faire une SEM, c'est permettre en fait à une collectivité d'avoir un outil qui relève du code du commerce. Alors cette SEM aujourd'hui, elle fait en gros, elle traite un budget de 8,7 millions en termes de volume d'affaires. Le ski alpin représente en chiffre d'affaires 5,3 millions, ça c'était l'année dernière. Et puis le ski nordique représente 530 000 euros avec 107 000 journées skieurs.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire le rapprochement avec les nuitées qui sont dégagées sur la station. Je crois que je vous l'ai dit rapidement, ou peut-être j'ai dû survoler. La station, c'est 24 000 lits touristiques, dont 9 000 lits marchands. On a quand même 3 000 résidences secondaires ou d'appartements de résidences secondaires, ce qui fait le nombre de lits non marchands. Donc voilà, c'est un volume de 8,7 millions d'affaires qui génère en gros 440 000 nuitées sur les lits marchands. Donc en général, on considère qu'on est à 1 million de nuitées globalement sur la station au niveau annuel. Donc quelles sont les activités qui ont été confiées à la SEM? Donc bien sûr, le domaine alpin, l'espace nordique, les activités de loisirs hors neige, et puis les activités du Fort Aventure. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que chaque fois, il y a un patron différent. Le domaine alpin, c'est le syndicat mixte, et on a contractualisé sous forme d'affermage. Alors, c'est un petit peu, je ne vais pas rentrer trop dans la technologie, dans les aspects juridiques, mais sachez que le principe, c'est qu'en fait, on paye l'activité sur les recettes, et on paye, pour pouvoir utiliser les remontées mécaniques, on est censé payer un loyer au syndicat mixte. Donc ce qu'il faut savoir, enfin je vais y revenir par la suite sur le résultat économique. Donc l'affermage, on se paye sur les recettes. Le ski alpin, le ski nordique, par contre, c'est une activité déficitaire. Donc on a demandé à la communauté de communes d'avoir un contrat pour faire. Donc c'est une autre forme de contrat. C'est ce qu'on appelle, nous en France, un contrat de régie intéressée. Et c'est la même chose pour les activités d'été. Ce sont des activités, je vais y revenir, qui sont déficitaires. Donc c'est un autre type de contrat où la collectivité nous demande de faire. C'est presque comme une prestation de service. Hein. On est payé pour gérer les activités d'été, on est payé pour gérer le ski nordique. Et puis, je vous le disais, on a le Fort Aventure, donc on a un contrat avec un privé. Donc, en matière de diversification et pour les activités d'été, on a des activités, on propose des activités découvertes, on met en vente des excursions, par exemple partir d'Ivoire en train, donc on a des partenariats avec Mobilis et avec l'Union Saint-Cergue, partir en train depuis les Rousses, prendre le bateau et aller au Jardin des 500 à Ivoire. Ça, c'est typiquement le genre d'excursion qu'on propose à la vente à nos clients. Parcours d'orientation, je vous en ai parlé tout à l'heure, des balades, des accompagnements de balades. On a bien sûr des activités d'aventure, donc de l'escalade. On utilise aussi parfois des prestataires de services qu'on missionne pour accompagner des groupes. Donc c'est ce qu'on fait pour l'accompagnement en escalade, pour faire des via ferrata. On a des moniteurs en propre pour proposer du VTT, du canyoning, et puis le parcours aventure. On propose des activités nautiques. Donc, bien sûr, on assure la surveillance de baignade des deux lacs. On propose des activités de padel, du locatif. On a des pédalos en locatif, des canoës. Bon. Et puis, on a des activités d'enfants. Donc, ce qu'on appelle le club de Rouxy, le jardin de Rouxy, c'est des animations spécifiques. Des kermesses pour enfants qu'on fait chaque semaine. Et je vous l'évoquais aussi, on assume les fonctions d'office de tourisme, donc avec les fonctions d'accueil, de promotion, de communication et d'animation. Là, c'est aussi sous forme de prestation. On est payé pour faire par la collectivité. Et en plus, on a cette centrale de réservation qui existait à l'époque et en fait que la SEM a repris parce que c'était un équilibre, c'était un service équilibré. La communauté de communes ne savait pas trop ce qu'elle devait en faire, donc la SEM, en reprenant l'office du tourisme, l'a repris. Et j'en suis aujourd'hui fort aise. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est en fait, j'en ai une vision complètement autre de la centrale de réservation qu'on peut avoir d'habitude. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui que ça doit être vraiment le service commercial de la SEM et donc quelque part de la station. Et donc, dans ce sens-là, il faut que cette centrale de réservation, elle vende tous les produits possibles qu'on peut imaginer, à savoir aussi bien les forfaits de ski. Aujourd'hui, c'est la centrale de réservation qui organise des bus pour aller vendre des packages bus plus forfait au départ de Lyon, de Quetigny, de Lens-le-Saunier.
Qu'est-ce qu'elle organise? Tout à l'heure à la télé, je parlais des mariages, des enterrements de vie de jeune fille. Voilà, ça c'est typiquement le genre de produit que la centrale de réservation a mis en place. Donc je pense que là derrière, il y a vraiment tout un réservoir et d'idées à creuser et de choses à imaginer et à inventer. Et qui sont un des avantages de notre organisation. Donc voilà un petit peu ce qu'on a construit dans les années 2002. Donc si je dois résumer les avantages que ça présente, que cette structuration présente, bien sûr vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve avec plus qu'un seul service administratif, une direction, un service financier, un service de ressources humaines. On a évidemment mis en place des coûts de gestion, puisqu'on a eu des mutualisations de services. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ça nous permet du coup d'être efficace et d'être une célérité d'action, c'est-à-dire que quand il faut réagir vite, quand on gère l'ensemble des activités d'une station dans une même structure, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Ça permet également des embauches annualisées. J'ai des salariés aujourd'hui, plutôt que de se retrouver juste avec un poste de saisonnier en hiver. Le nivoculteur, par exemple, est accompagnateur en canyoning l'été. Donc on a pu annualiser comme ça beaucoup de postes. Donc c'est forcément un contexte motivant pour la plupart des salariés, malgré la proximité de la Suisse qui propose des salaires défiant toute concurrence pour nous, mais c'est quand même un contexte motivant pour les salariés. J'ai décidément des problèmes avec ce fil. Je voulais expliquer la possibilité de monter des produits touristiques, ça c'est aussi un avantage. Et c'est souvent un modèle d'organisation qui est mis en avant en France du moins et qui nous est un petit peu envié. Alors, à titre d'exemple, quand je parlais de réactivité, voilà ce qu'on a mis la semaine de Noël sur notre site internet, sur notre page Facebook. Parce qu'en fait, voilà, comme beaucoup, la semaine de Noël, on n'avait pas de neige. Et donc, une semaine ou 15 jours avant, on s'est dit, bon, il faut vite sortir notre plan B du chapeau et faire une proposition de toutes les activités qu'on peut mettre en place rapidement. Ce qu'on a fait. Donc, on allait voir la communauté de communes en disant, voilà, nous, la semaine qui vient, on peut mettre toutes ces activités en place. Donc, évidemment, on a ressorti nos pédalos. Et pour le clin d'œil, on a fait venir le Père Noël en pédalo, tiré par notre mascotte. Et on a mis cette photo sur Facebook en espérant faire le buzz. J'aurai l'occasion de vous en reparler et de vous dire si effectivement on a fait le buzz ou pas. Voilà ce qu'on peut faire avec notre centrale de réservation. Quand je vous parlais de mariage, enterrement de vie de jeune fille ou des choses de ce genre, la centrale de réservation aujourd'hui devient vraiment un outil commercial pour développer des séminaires, des accueils de groupe. Et quand on parle de diversification, j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour le printemps et pour l'automne, voilà, c'est ce type de public qu'on peut cibler. Quand je vous disais tout à l'heure que les vacances sont un frein. Donc voilà, si les vacances sont un frein pour une clientèle familiale, la clientèle qu'on peut attirer au printemps ou en automne, c'est une clientèle de groupe, de séminaire. Donc qui va chercher cette clientèle si on n'est pas structuré pour aller la chercher? Donc globalement, ça veut dire que notre fonctionnement aujourd'hui, je vous l'ai dit, je l'ai laissé entendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, pour le ski nordique et les activités d'été, on avait un autre type de contrat parce que les recettes ne permettaient pas de couvrir les charges. Donc effectivement, aujourd'hui, en termes de recettes, la seule activité qui peut couvrir les charges de fonctionnement, en fait, c'est le ski alpin. Donc ça, c'est une donnée non négligeable. C'est une donnée qui n'est pas étonnante en moyenne montagne. En haute montagne, j'ai envie de dire, la grande différence, ça va être que le ski alpin, la recette du ski alpin peut couvrir et l'investissement et le fonctionnement. C'est principalement la différence. Je ne suis pas persuadée du tout que les autres croix seraient supprimées. C'est-à-dire qu'en haute montagne, le nordique serait toujours déficitaire, les activités des festivals seront toujours déficitaires. L'office du tourisme, c'est toujours une prestation qu'il faut payer. La centrale de réservation aujourd'hui est équilibrée. Dans ce raisonnement-là, si vous voulez,
mon propos, par contre, au niveau aujourd'hui de la collectivité, c'est de dire on a beaucoup d'activités déficitaires. Ce serait bien pour l'équilibre de la SEM et pour que celle-ci soit confortable pour l'entreprise, c'est d'avoir d'autres activités bénéficiaires. Donc le Fort Aventure en fait partie. Demain, je pousse un petit peu pour que s'il y a un camping avec de l'habitat de loisirs qui se crée, ce soit la SEM qui soit gestionnaire pour arriver à assainir et contrebalancer un peu le nombre important d'activités déficitaires, parce que pour une histoire de relations saines avec nos délégants. Donc ça veut dire aussi que, à contrario par rapport au tableau précédent, la collectivité, que ce soit la communauté de communes ou le syndicat mixte, supporte bien sûr beaucoup de charges, hein, puisque à chaque fois les déficits sont portés par la collectivité. Bon, concrètement, je vous ai mis les chiffres là, mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est surtout que le constat, c'est que toutes les activités sont déficitaires sur la station des Rousses, sauf le ski alpin, qui ne couvre que son fonctionnement et seulement son fonctionnement. Et ben, ça me dérange pas tant que ça, à vrai dire. Et c'était un peu la suite de l'histoire, parce que dans notre schéma, ce qui m'importe surtout, moi, c'est que la collectivité regarde le fonctionnement global. C'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est que bien sûr, on a la collectivité qui investit, c'est bien, elle les confie à la SEM de gestion. La SEM de gestion gère ses activités, mais ceux qui sont en bénéficiaires ensuite, c'est les restaurateurs et les hébergeurs. Donc la question suivante, c'est pour boucler la boucle, comment est-ce que les hébergeurs et les restaurateurs font un retour et participent à leur tour à la cagnotte que la collectivité doit mettre en place pour les investissements. Donc jusqu'à là, on avait la taxe sur les remontées mécaniques, la taxe de séjour, et puis la taxe professionnelle jusqu'à il y a peu. Bon, récemment la taxe professionnelle a été supprimée, donc il va falloir trouver un autre moyen. Mais moi j'essaye d'éduquer quelque part mes élus en leur disant il faut que c'est l'équilibre global qui doit fonctionner, qui doit vivre sur le long terme. Donc il faut bien être vigilant aux différents aspects. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous disais tout à l'heure que le ski alpin était légèrement, une fois qu'on a payé le fonctionnement, il y a un petit peu de marge. On n'arrive pas à couvrir la totalité des investissements, mais il y a quand même un petit peu de rab. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les 10 premières années, la SEM a constitué un petit peu avec l'excédent de bénéfices, elle a constitué ses capitaux, ses fonds propres pour sécuriser 2 années de mauvais enneigement par décennie. Donc elle a aujourd'hui une forte capacité d'assumer 2 années mauvaises, sans enneigement. C'est ce qu'elle a fait. Donc ce fonds de secours, enfin ce coussin de sécurité a été constitué les 10 premières années. Aujourd'hui, on est parti dans un nouveau contrat pour les 10 ans à venir. Et là, en fait, on s'est engagé à restituer l'excédent pour participer aux investissements. C'est la particularité d'une SEM, parce qu'un privé, il aurait empoché les résultats, il aurait dit bon, maintenant je vis ma vie. Donc voilà, j'en arrive à la fin de la présentation. Tout ça pour dire que les atouts que je retiendrai de ce schéma-là, c'est que si la diversification est gérée par une même entreprise, et en l'occurrence c'est le cas de notre société d'économie mixte, en fait, dans ce cas-là, si elle est gérée par la même entreprise, on peut avoir des économies d'échelle, on peut avoir de l'innovation, du montage de produits, de la réactivité, des emplois pérennisés. Et une structure comme ça permet aussi une prise de risque financière, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de développer, prendre le risque de développer de nouveaux produits. C'est un engagement financier. Une structure de ce genre-là peut le porter. Donc un des premiers points qui me semble important, c'est que dans mon sens, il n'y a pas de bonne diversification sans bonne gouvernance, déjà sans bonne structuration. Alors, le deuxième point, le deuxième avantage que je vois à la diversification, c'est notre structuration nous amène de la communication. Je vous donne 2 exemples. Les remontées mécaniques en France sont toutes passées par une classification ISO 9001. Et donc, nous faisons partie de la chambre syndicale des remontées mécaniques. Donc, on suit les consignes et on s'est engagé dans une démarche ISO 9001. Dans la foulée, on a aussi, et en fait, indirectement, comme notre office de tourisme est intégré comme les activités d'été, c'est toute la station, quelque part, qui s'est enquillée dans cette démarche de certification ISO 9001, ce qui est un petit peu
on a très peu d'offices de tourisme labellisés ISO 9001 en France, ou quasiment pas. Donc déjà, c'était une première particularité. Comme la démarche s'était bien engagée et que notre objectif, c'était d'être labellisé aussi environnement et sécurité, d'être classé QSE, hein, c'est une classification courante, on est allé jusqu'au bout de la démarche et on a fait une certification QSE. Et en fait, comme derrière, le chemin était tout prêt, on s'est dit, bah, écoute, maintenant qu'on est QSE, on est tout à fait dans le moule de ce que le label Flocon Vert, qui a été organisé par Mountain Riders, je ne sais pas si vous connaissez l'association, je pense, a mis en place ce label Flocon Vert. Et on s'est dit, comme on est labellisé QSE sur l'ensemble des activités de la station, derrière, c'est facile de demander le label. Et effectivement, on a eu le label facilement, puisque toute la démarche avait déjà été faite avec notre certification QSE, pendant que les autres remontées mécaniques françaises étaient toujours à leur certification qui ne concernait que les remontées mécaniques. Et donc derrière, indirectement, bien sûr, ça nous a fait des retombées de presse et on a pu être un peu repérés par les journalistes à travers ce biais-là, puisque nous, petite station française à 2000 mètres d'altitude, on se retrouvait labellisé en même temps que Villars, première station suisse à être labellisée. Et aujourd'hui, la troisième station à être labellisée, c'est Chamonix. Donc bon, voilà, c'est Chamonix et Megève qui suivent en France. Donc on se dit, c'est pas désagréable de se retrouver comparé à cette échelle-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre Rouxy qui traînait le Père Noël. Je vous disais qu'on espérait faire le buzz. Donc, quelque part, c'est parce qu'on était structuré comme ça qu'on a pu sortir les pédalos sur un coup de tête au dernier moment en se disant on va le faire venir sur un pédalo, ça va faire le buzz. Sur le coup, on n'a pas réussi à faire le buzz et ça s'est arrêté sur Internet. À part que samedi dernier, lorsque la première chute de neige est arrivée, non, c'était pas samedi, il y a 3 jours, quand la première chute de neige est arrivée, on a eu France 2 qui est venu nous voir en nous disant je vous ai vu sur Internet, ça m'a fait rire, j'ai trouvé que vous preniez ça avec humour, je vous ai trouvé très réactif, donc je viens faire un reportage. Donc c'est notre réactivité qui a fait qu'on a pu être repéré par France 2. Et en fait, mine de rien, depuis le début de la saison, là en 2 mois, on a eu 6 reportages sur les chaînes nationales françaises. Donc je pense que je fais certainement beaucoup de jaloux parmi les stations françaises et pas les plus petites. Parce que 6 reportages sur les chaînes nationales, voilà, je trouve qu'on peut, en tout cas, on peut en être assez fier. Et donc la diversification comme élément de notoriété, oui, clairement. Ensuite, toujours dans nos activités, dans le cadre de l'Office de tourisme, on a un petit observatoire qu'on a mis en place avec la communauté de communes. Et je regardais un petit peu en termes de retombées ce qu'on peut noter. Il y avait des chiffres qui me semblaient importants pour le sujet de ce soir. C'est que, bon, alors indépendamment des éléments sur la structure de la fréquentation, on a une donnée qui est intéressante, c'est que 53% des séjournants qui ont fréquenté la station en hiver ont pratiqué des activités de neige. Ça veut dire seulement 53% des séjournants qui ont pratiqué des activités de neige. Donc c'est franchement pas énorme. Hein, donc ça correspond bien, en fait, on nous dit tout le temps que les gens veulent pouvoir zapper, même s'ils ne le font pas, ils veulent pouvoir avoir une diversité de propositions qu'on leur fait. Donc l'idée de dire le choix se fait par la diversité de ce qui est proposé, bon là quelque part je crois que c'est un peu confirmé quand je dis que 53% seulement des séjournants ont pratiqué des activités de neige. Donc 32% des séjournants hiver ont réalisé une ou plusieurs activités de type culturel, musée, cave, cinéma, ce qui n'est quand même à mon sens pas négligeable non plus. Voilà, donc ces 2 chiffres-là me semblaient assez intéressants pour le sujet. Et puis aussi d'autres éléments chiffrés et qui me semblent quand même être en lien avec le sujet qui nous concerne. Dans les statistiques qu'on fait, on a regardé un petit peu le remplissage des lits individuels qu'on a sur la centrale de réservation. Vous voyez qu'en termes de remplissage, en hiver, en février, on est à 72% de remplissage, mais c'est les mêmes taux auxquels on arrive ces derniers mois, sur ces dernières années. Au mois d'août, on était également à 70% de remplissage, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Donc c'est vrai que notre clientèle n'a pas peur en tout cas de venir chez nous. Maintenant, globalement, je n'ai pas de comptage précis, la répartition de fréquentation complète des nuitées sur la station. Il faudra qu'on travaille sur le sujet.
Le deuxième grand point, deux ou trois points encore à évoquer, c'est, il me semble que la gouvernance territoriale a un rôle à jouer. Je parlais de la structuration tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas de bonne diversification sans bonne gouvernance. De mon point de vue, en fait, la diversification se joue vraiment à l'échelle du territoire et de la gouvernance politique. Si on prend un peu de recul, je vous disais tout à l'heure qu'on avait d'autres activités économiques. Il n'y a pas que le tourisme, puisque il y a 15 ans en arrière, on avait aussi l'horlogerie suisse, donc les métiers frontaliers, et puis la lunetterie en France, qui étaient des activités économiques. J'ai envie de dire que la station avait finalement son activité économique qui reposait sur trois piliers, hein, l'horlogerie, la lunetterie et puis le tourisme. Maintenant, on a moins de lunetterie, mais on a toujours ces deux piliers. J'ai envie de dire, c'est un peu une stratégie de bon entrepreneur d'avoir plusieurs cordes à son arc et de se dire, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Donc ça relève vraiment d'une position politique et d'une stratégie territoriale. Donc c'est en prenant un petit peu plus de recul qu'on peut évoquer ce point-là. Avant d'en arriver à la conclusion, je voudrais aussi faire un petit aparté, pourquoi et avoir peut-être un regard un peu plus critique aussi sur cette notion de diversification et pourquoi on en parle tellement ces dernières années. En tout cas, vous donner un point de vue plus mesuré, je vais dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des procédures d'accompagnement des territoires en France, hein, puisque on a différentes échelles d'institutions, la commune, l'intercommunalité, donc par la communauté de communes, le département, la région, l'Europe, et avec une répartition des compétences à chaque fois entre chaque niveau, certaines compétences étant partagées. Le tourisme, on le retrouve au sein de la commune ou de la communauté de communes, c'est de la délègue. On le retrouve au sein du département, au sein de la région. Et donc à chaque fois, chacune de ces instances a ses propres politiques. Donc dans un département, par exemple, le département va dire « je vais mettre en place une politique d'aide à la réalisation de gîtes ». D'étapes parce que je manque de gîtes d'étapes sur mon territoire. Donc il va avoir ses propres politiques, mais comme je vous le disais, il a aussi des politiques d'accompagnement du territoire où il laisse le territoire définir ses stratégies. Donc si on regarde un petit peu depuis 20 ans comment ces stratégies d'accompagnement du territoire ont évolué, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand j'ai commencé justement à la région Rhône-Alpes à travailler sur l'accompagnement des territoires, il y a 20 ans, on demandait essentiellement au territoire de développer, de réfléchir sur sa stratégie. Quel est son développement territorial? Comment est-ce qu'il l'imagine? Il y a 20 ans, souvenez-vous, c'est les premières fois qu'on parlait de développement territorial. Hein. Il y a 25 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était une notion qui n'existait pas. Et puis, quand j'ai vu comment ces contrastations ou ces contrats de développement évoluaient, de plus en plus, il y a une quinzaine d'années, on appelait ça, alors les premiers s'appelaient contrat développement territorial, contrastation, dans les années 95. Et après, on a trouvé des noms plus orientés vers l'économie. Donc c'est devenu contrastation entreprise. Donc la région Rhône-Alpes a mis en place un contrastation entreprise. C'est la même démarche. Hein. On demande au territoire de faire un diagnostic de sa situation et après de définir un plan de développement et de dire à la région, aux partenaires, il nous faut qu'on fasse cette action, aidez-nous à le financer. Et on fait un plan de montage financier où tout le monde participe au financement de l'action. Je ne sais pas si je suis claire, donc une série d'actions. Et le porteur, c'est la collectivité de base, et il y a des aides financières qui viennent du département, de la région, de l'État ou de l'Europe. Donc la démarche est toujours restée la même dans les 20 dernières années, mais le nom a changé. Donc l'accent a été mis sur le développement du territoire au début, puis sont venus des noms à connotation économique, on a parlé de contrat entreprise. Et puis Rio est passé par là et on a parlé de développement durable et du coup on a surtout parlé de viabilité à long terme et ça a été, les partenaires ont mis l'accent là-dessus. Et puis ces dernières années on parle de plus en plus, j'entends la région, que ce soit en Rhône-Alpes ou sur le Franche-Comté, qui disent notre priorité c'est la diversification, proposez-nous des actions qui soient en lien avec la diversification. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, l'analyse que je fais quand même, et ce sur quoi je pense qu'il ne faut pas être dupe, en parallèle de tout ça, il y a deux aspects. C'est que, pour être un petit peu brutal, c'est les institutions ont de moins en moins de moyens.
Donc forcément, les gros enjeux, une station de ski pour vivre, elle a besoin de remontées mécaniques, elle a besoin de neige de culture, c'est des coûts importants. Les régions et le département n'ont plus les moyens de financer des gros projets. Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles je dis qu'il ne faut pas être dupe des objets tels que la diversification, faire un aménagement de bord de lac, ça coûte moins cher qu'une remontée mécanique. Faire développer des activités estivales, ça coûte moins cher qu'un aménagement de neige de culture. Donc, premièrement, de moins en moins de moyens dans l'aide qui est proposée en termes d'action. Et deuxièmement, aujourd'hui, la notion de développement durable a quand même pris une importance forte. Et donc aujourd'hui, entendre un élu dire mais même si c'est du développement durable, moi j'ai besoin de neige de culture pour continuer à faire vivre ma station, il faut déjà avoir le courage, et ça demande un courage politique de dire moi j'ai besoin de neige de culture pour faire vivre ma station, parce que sans ça, j'ai plus le ski alpin. Et tant que l'analyse n'est pas faite concrètement, qui consiste à dire que c'est le ski alpin qui fait vivre globalement la station, ça ne permet pas d'avancer. Donc voilà, la face cachée quand même, c'est de dire derrière la diversification se cache le manque de moyens et cette notion de développement durable qui est quand même forte et qu'il faut arriver à outrepasser. En conclusion, j'y arrive, je suis dans le timing, non? Presque. En conclusion, pas de bonne diversification de mon point de vue, sans bonne gouvernance. La diversification, c'est à la base un choix politique et pas économique, parce que clairement, la diversification n'apporte pas une rentabilité financière. Ça, de ce côté-là, pour moi, ça c'est clair. Par contre, il faut s'attendre à un retour sur investissement seulement sur le long terme et pas à court terme. Par contre, ça apporte d'autres avantages, la notoriété, le maintien de l'activité et des emplois. Donc voilà, la diversification présente des atouts, mais il faut rester lucide sur les retombées qu'on peut en attendre. Et encore une fois, la diversification ne remplacera jamais l'impact économique du ski, mais c'est en tout cas pour moi un réel positionnement pour les stations moyennes. Voilà, je vous remercie.